Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, l'association Cœur.com et la librairie Une pause entre ciel et terre, que je représente, sommes très heureux de vous accueillir pour venir écouter Thomas d'Ansbourg. Et ce soir, donc, Thomas d'Ansbourg répondra ou tentera de répondre aux 3 questions principales. Qui suis-je? Où cours-tu? Et à quoi servons-nous? Et donc, je suis très contente de l'accueillir pour répondre à cette grande thématique. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et voilà, en chemin vers ce monde nouveau alors. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce chaleureux accueil et merci à vous d'être là. Je suis très touché de voir une salle si bien remplie pour ce sujet. Et effectivement, vous l'avez vu, il y a des caméras, ça va être capté pour en faire un DVD ou peut-être une occasion de télécharger sur Internet. Ça répond à une demande que je reçois de plus en plus régulièrement de personnes qui n'ont pas l'occasion de se déplacer et qui ou bien sont à l'étranger. Je suis en rapport notamment avec des étudiants dans des petits villages du Maroc et ils ont Internet mais ils n'ont pas l'occasion d'avoir des bouquins ni bien sûr de venir aux conférences. Des gens qui sont au Sénégal, dans des villes mais des petits villages aussi. Internet aujourd'hui nous rend vraiment voisins et alors c'est une occasion de partager une façon de regarder le monde qui peut circuler. Alors je vous remercie d'accepter ça. Il n'y aura pas de prise de vue personnelle donc ce sera juste des visions de champ. Je souhaite que chacun soit respecté dans son intimité donc ce sera juste une ambiance qui sera donné. Il y aura quelques moments de recueillement, mais dans ces moments-là, vous verrez, enfin, vous ne verrez pas parce que je vous inviterai à fermer les yeux, mais j'ai bien demandé que les caméras ne filment personne, que ce soit juste un flou avec une foule, mais que chacun se sente bien respecté dans sa présence ici et son intimité. Alors effectivement, j'insiste encore sur les GSM, même pas allumés sur silencieux parce que ça fait des ondes qui interfèrent, donc l'éteindre tout à fait si vous voulez bien. Et voilà. Alors, je vous propose d'aller visiter ces 3 questions-ci. Qui suis-je? Où cours-tu? Et à quoi servons-nous? À vrai dire, pendant les 15 à 20 mois de gestation, puis d'écriture du livre, le titre qui me trottait en tête était plutôt « Qui suis-je? Où cours-je? Et à quoi sers-je » Vous savez, c'est les 3 questions que l'on se pose, et pas seulement en boutade. Je pense que chacun dans sa vie, tôt ou tard, rencontre ces préoccupations. Et il m'est apparu que si nous prenons soin de trouver une réponse personnelle et vivante à ces 3 questions-là, eh bien, l'ensemble des autres questions de la vie quotidienne, vous savez, combien tu gagnes, qui sort les poubelles, quand est-ce qu'on mange, toute cette logistique de la pratique quotidienne, semble s'ajuster, s'aligner, trouver une certaine évidence, une certaine harmonie, alors qu'inversement, lorsque nous ne trouvons pas réponse à ces 3 petites questions-là, il semble que l'ensemble des questions de la vie quotidienne se révèlent extrêmement problématiques. Et donc, il m'est apparu que ça vaudrait la peine de se poser d'abord ces questions, comme étant une condition de base du bien vivre, d'abord pour soi, mais aussi ensemble. Et c'est ce que je vous propose de visiter aujourd'hui. Mon sous-titre, vers l'intériorité citoyenne, comme vous voyez, il rassemble 2 notions qui semblent se tirer la langue depuis longtemps. Il y a l'intériorité d'un côté, chacun en fait ce qu'il veut s'il en a une, s'il en a développé une. C'est sa vie privée, il aura une pratique philosophique, religieuse ou spirituelle non religieuse, selon son choix, c'est privé. Puis de l'autre côté, il y a l'engagement citoyen dans la société, l'appartenance à la communauté, les droits et les devoirs, l'action, etc. C'est comme si c'était clivé. Et bien de plus en plus de gens, d'entre nous, et sans doute en êtes-vous, réalisent que nous ne pouvons plus diviser ainsi l'intériorité et ce qui se passe à l'extérieur. Que tout au contraire, notre façon d'être au monde à l'extérieur est conditionnée par notre capacité à vivre une vie intérieure. Alors, j'ai proposé longtemps cette conférence sous le titre « Monde nouveau, conscience nouvelle ». C'est une façon pour moi d'affiner un peu les idées, de voir si elles passent, si je me fais comprendre ou si je suis tout seul à penser comme ça. Et puis d'en articuler un peu la présentation. Monde nouveau, conscience nouvelle, je pense que tout le monde perçoit que le monde est nouveau aujourd'hui. Alors, juste caractéristique évidente de ce changement, ce sera la seule minute tragique de la conférence, rassurez-vous. Devant la chute de l'illusion de la croissance économique exponentielle, devant
la chute de l'illusion que l'on puisse puiser de façon illimitée dans des ressources par nature limitées, la Terre étant ronde. Devant la fracture économique croissante entre ceux qui ont de plus en plus et ceux qui ont de moins en moins, avec les risques, avec d'abord l'injustice et l'iniquité que ça emporte, mais bien sûr les risques aussi qui commencent à se manifester, parce qu'évidemment ceux qui n'ont plus rien à gagner dans cette course n'ont aussi plus rien à perdre, et commencent à le faire valoir. Et enfin, devant le déséquilibre écologique et le risque effectivement d'être passé dans certains stades à des stades irréversibles de non-récupération d'équilibre, je pense que de plus en plus d'entre nous réalisent que nous ne pourrons pas changer notre rapport à l'extérieur sans changer notre rapport à l'intérieur. Changer notre rapport à la nature sans changer notre rapport à notre nature intime. Et dans ce cheminement, je vois que de plus en plus d'individus se posent à titre individuel, personnel, des questions de sens fondamentales. Autrefois, les questions de sens étaient souvent résolues globalement dans la pratique d'une philosophie, d'une religion, dans l'engagement dans la partie politique, par exemple. Ça donnait des réponses globales et collectives, et ça a fait du sens. Il se fait qu'il me semble que pour la première fois dans l'histoire, autant d'individus à titre personnel se disent « je cherche quelque chose qui me parle à moi dans le fond de mon cœur, peu importe des traditions et des rituels, quelque chose qui fasse vibrer mon être par l'intérieur. Et mon appartenance, je ne la vis plus juste dans un cercle, dans un groupe, je la vois à la dimension planétaire. Je pense que de plus en plus d'entre nous se sentent citoyens du monde et non plus appartenant seulement à des cercles restreints. Alors, devant ce phénomène-là, il me paraît que l'intériorité est notre outil, notre creuset de transformation. Qu'est-ce que j'entends par intériorité ? Il y aura sans doute autant de définitions qu'il y a d'êtres humains qui se soucient de ça, en tout cas. Je propose ceci. Je vois dans l'intériorité cette capacité à faire recul à l'intérieur de nous-mêmes, avec au moins 3 bénéfices à cette capacité à faire recul à l'intérieur de nous. Premier bénéfice, ça permet de regarder ce que j'ai vu autrement que comment je l'ai vu. Ce que j'ai vu n'est peut-être pas toute la réalité. Je n'ai peut-être vu que la partie émergée de l'iceberg. Rappelez-vous, Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Est-ce que nous avons vu avec les yeux avant de réagir, avant d'agir, avant de tenter de régler, avant de tenter de trouver, de monter plein de solutions? Avons-nous écouté avec le cœur? Souvent, nous ne nous sommes arrêtés qu'à la façade, qu'à ce qui apparaît, à un ton de voix, à un geste, à du non-verbal qui peut-être nous agace, mais ne rend pas compte de ce qui est vécu. Premier bénéfice, écouter ce qui est vraiment vécu. Deuxième bénéfice de cette intériorité, je la vois comme l'occasion de remettre en question ma position. Je ne suis pas le seul être humain doué d'une intelligence, d'une sensibilité et d'une échelle de valeur. L'autre en face est équipé de la même chose. Alors, est-ce que je peux développer la capacité à remettre en caution ma position, ce qui ne veut pas dire démissionner à tout coup, mais être capable d'accepter que l'autre a peut-être une position bien intéressante aussi? Ou qu'en tout cas, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, et ne plus entrer dans cette confusion tragique qui consiste à prendre le désaccord pour du désamour, voire de l'hostilité. Donc, deuxième bénéfice, capacité à remettre en question ma position et m'ouvrir à la différence, à l'accueil de l'autre. Et enfin, troisième bénéfice de cette intériorité, de cette capacité à faire recul à l'intérieur de soi, je la vois, et ce n'est pas le moindre des bénéfices, bien sûr, je la vois comme cette possibilité d'accéder à ce que toutes les traditions spirituelles à travers le monde depuis des millénaires nous renseignent. Il existe à l'intérieur de nous un espace de sagesse infinie dans laquelle nous pouvons puiser. Quel que soit le mot que l'on mettra sur cette sagesse infinie, on l'appellera la grâce, l'esprit, dans la tradition catholique, Jésus ou la providence ou Dieu. Dans d'autres traditions, on va parler de la présence, de la conscience, de l'hôte avec un grand H, de la conscience ou de la conscience. Ne nous bagarrons pas pour le vocabulaire, ne nous bagarrons pas pour quelques lettres. Puisons dans l'être, puisqu'il est là, prêt à nous abreuver, à nous guider. Alors il s'agit d'une descente dans un puits, et vous l'aurez perçu, on ne descend pas dans un puits en courant à toute vitesse.
Lorsque nous courons à toute vitesse, nous passons à côté du puits. Pour descendre dans un puits, il s'agit de pratiquer ce que toutes les traditions spirituelles à travers le monde recommandent, l'assise silencieuse. Je m'arrête, je m'assois et je laisse tout doucement descendre le seau de la conscience dans l'eau de la connaissance. Et je tire sur la corde pour abreuver la vie en moi, pour jardiner ma vie intime. Voilà quelques mots d'introduction. Et je nous propose là, avant la première partie, de prendre déjà un petit moment d'intériorité pour écouter par l'intérieur. Tiens, qui écoute en moi? Quelle est la partie qui écoute cette conférence? Y a-t-il quelqu'un qui écoute? Et se poser à soi-même cette question que l'on pose quand on arrive devant une maison que l'on croit vide, et on pousse la porte, et on crie « Y a quelqu'un ?» en espérant entendre la réponse « Oui, je suis là !» Alors tendez l'oreille, vérifiez si quelqu'un répond en vous « Je suis là, je suis présent ». Alors, je vous propose d'entrer dans la première partie. Ma conférence aura 3 parties, puis une conclusion. La première partie, dans cette première partie, je me propose de vous partager mon point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », dans lequel je montre la mécanique de la cocotte minute, vous savez, je rentre mes frustrations, mes désaccords, je suis gentil pour acheter l'intégration, l'appartenance, je rentre ma tristesse, ma solitude, mon désarroi dans la cocotte minute, et à force d'être sur le feu, la cocotte minute, c'est pas statique, c'est dynamique, ça pète dans la violence quotidienne, malheureusement, mais dans la violence tragique aussi. Ou la cocotte minute, si les conditionnements sont trop forts, implose et elle pète par l'intérieur, dans l'épuisement, dans la dépression, dans le burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir décrit ces mécanismes-là, liés beaucoup à nos contextes d'éducation, à notre civilisation, qu'est-ce qui fait qu'après avoir écrit « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable », qui est une invitation à voir que nous sommes souvent, sans même le savoir, pris dans des habitudes de fonctionnement qui nous paraissent évidentes et qui sont cependant piégeantes. Nous sommes pris au piège sans même le savoir. On ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. Il est précieux d'identifier nos propres pièges pour se donner le pouvoir d'en sortir. Et ce n'est pas toujours confortable, bien sûr, de sortir du piège. Qu'est-ce qui fait qu'avoir écrit ces 2 bouquins qui nous invite surtout à mieux vivre avec nous et avec les autres, je vous propose maintenant cette dimension-ci d'intériorité citoyenne au service de la communauté. Eh bien, voici 3 de mes points de départ. Le premier, c'est que pendant des années, comme on l'a rappelé tout à l'heure, je me suis occupé de jeunes de la rue. J'étais encore avocat à l'époque, mais déjà, ce que je faisais ne nourrissait pas mon être. Ça nourrissait mes besoins matériels de sécurité, mais aussi mes besoins d'intégration, d'appartenance, de reconnaissance, dans une certaine mesure, enfin, tous ces besoins-là. Mais mon être profond n'était pas satisfait de ça, et vous voyez bien que ça devenait purement alimentaire. Alors, je me suis passionné pour cette activité avec les jeunes de la rue, et très vite, j'ai mesuré quels maîtres ils étaient. Ils m'apprenaient l'essentiel de ce que j'enseigne moi-même aujourd'hui. Ils m'apprenaient par leur attitude, que lorsqu'on refoule ce qui est vivant en soi, ça se défoule tôt ou tard à l'extérieur. Il m'apprenait le fait que quand j'ai pas les mots pour dire ma tristesse, mon désarroi, ma colère, ni les mots pour dire les besoins que ça renseigne, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance, besoin de soutien, besoin d'intégration, besoin de trouver du sens, et puis bien sûr besoin d'amour, quand j'ai pas la conscience ni le vocabulaire pour nommer ce qui bouillonne en moi, je passe à l'acte de la violence, retourner sur les autres ou retourner sur moi-même. Alors, très vite, je me suis dit, mais mon Dieu, ces gamins-là, je ne suis pas plus outillé qu'eux. Moi-même, quand je suis en colère, quand je suis à bout, j'ai tout fait d'accuser l'autre, de lui dire ces 4 vérités, mais j'ai du mal à dire ce qui se passe en moi. Et je me suis rendu compte combien il serait précieux que nous ayons dès l'enfance, dès l'école primaire, des cours d'intériorité citoyenne qui nous apprennent à savoir qui je suis, vers où je vais et à quoi ça sert la vie. Mais bien sûr, qui a appris ça? On ne nous a pas donné ces clés-là. Et c'est pour ça que très vite je pensais à cette notion, même si elle était encore confuse dans mon esprit. Alors, une petite histoire peut nous éclairer là-dessus. Elle se passe pas loin d'ici.
Elle se passe pas loin d'ici. Nous emmenions régulièrement des jeunes à Marche-les-Dames, faire des activités dans le camp des paracommandos à Marche-les-Dames, parce que, comme vous le savez, il y a de l'escalade, des falaises, des rochers, des parois à grimper ou à descendre, des ponts de singes, des câbles, des descentes de la mort, comme ça. Tout exercice permettant de se dépasser, de se comprendre, de se contrôler, de faire confiance, de s'abandonner. Alors, beaucoup d'institutions qui... auprès desquels les jeunes que nous emmenions étaient placés, étaient inquiètes en disant « mais ce camp n'est pas gardé, il n'y a pas de structure autour, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mitraillettes, vous allez avoir des jeunes qui vont s'égayer partout. » Et ils nous ont même parfois demandé de signer des décharges. Nous avions confiance et nous avons emmené ces jeunes-là à passer 2 journées de week-end à cet endroit-là. Alors, pour ces jeunes qui n'ont jamais connu la plupart du temps autre chose que le football ou le volleyball dans des cours en béton, et imaginez ce qu'il y a comme sensation à se retrouver avec un baudrier pendu à 100 mètres au-dessus du vide sur la vallée de la Meuse, entre des sapinières et des falaises rocheuses. C'est extrêmement stimulant. Alors, effectivement, ça nous permettait de prendre conscience que les valeurs sociales, elles ne viennent pas par l'extérieur. Tu dois respecter ton voisin, tu dois l'écouter, tu dois faire gaffe. Non. Il est évident que quand on est accroché à un baudrier qu'on prend dans le vide, s'il n'y a pas de respect, d'écoute et d'attention, il y a danger de mort. Et quand on inverse le jeu, soi-même, on se dit, mon Dieu, si je ne suis pas attentif, si je suis distrait, si je fume une clope alors que je suis en train d'assurer mon copain qui est en train de descendre, c'est évident qu'il y a risque, il y a danger de mort. Donc je suis attentif, donc je suis concentré, donc je suis présent, donc je suis là. Et ainsi, les valeurs qui font le bien-être de la vie en société, écoute, entraide, partage, respect, disponibilité, montaient par capillarité, au lieu d'être imposé comme une morale. Le soir, lorsqu'on se retrouve dans un verger, effectivement non gardé un peu plus loin, qui fait partie du domaine militaire, à monter quelques tentes et à préparer un grand spaghetti, et que l'on tire un bac de bière près du feu, et qu'on papote, il n'y a pas un gamin qui voudrait être ailleurs. Il n'y en a pas un qui fait du grabuge dans le voisinage, qui est au café du coin, ou qui va ennuyer les gens. Qu'est-ce qui fédère tous ces gamins, dits rebelles, dits impossibles à vivre, dits difficiles, dits récidivistes? Qu'est-ce qui fédère, qu'est-ce qui rassemble? Le bien-être ensemble. Et le bien-être ensemble, ça se compose de différents éléments à mes yeux. Je vois d'abord la chaleur de l'amour, dans ce cas-ci bien sûr de la camaraderie, de l'amitié. C'est agréable, on est bien. Je vois la sécurité du respect. Personne ne m'a demandé d'où je viens, si mon dossier est difficile, si j'en ai longtemps à tirer. On m'a dit, tiens, voilà ton baudrier, accroche ça par ici, mets tes gants parce qu'attention, ça brûle la corde quand on descend, et tu peux faire duo avec celui-ci pour la journée si tu veux, ça passe par là. En avant, pas en arrière. Je suis respecté pour ce que je suis, et pas considéré en fonction de ce que j'ai fait. Et le troisième ingrédient de ce bien-être ensemble, c'est la clarté et donc la motivation du sens. Ça a ben du sens, comme on dit au Québec. De passer sa journée comme ça avec une bande de copains et des adultes bienveillants qui nous amènent à faire des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on découvre et qui nous permettent de mieux nous connaître, de mieux nous rencontrer, de nous dépasser, de vaincre nos timidités ou de rabaisser un peu notre superbe, notre bravoure apparente. Alors, chaleur de l'amour, sécurité du respect et clarté du sens. Et il m'est apparu que ça se passait donc par l'intérieur. Pas besoin de gendarmes, pas besoin de clôture, pas besoin de chiens de garde, ni de barbelés, ni de mitraillettes. Ça tient tout seul. Bien sûr, certains jeunes sont retombés dans leurs habitudes, dans leurs automatismes. On ne sort pas comme ça, par exemple, de la drogue et du deal qui apporte infiniment plus d'argent que d'aller tenir une caisse dans un grand magasin. Ça, c'est sûr, c'est difficile de sortir de ça. Alors, je me souviens de Joe. Joe a refait des galères comme ça, dealer, beaucoup d'argent, donc beaucoup de pouvoir, de séduction, beaucoup de filles, Mais un jour, il revient. Et il nous dit, je reviens vers vous parce que c'est les seuls trucs chouettes que j'ai trouvé à faire dans ma vie, au fond. Et les trucs chouettes, c'est pas tant ce qu'on a fait que comment on l'a fait. L'esprit dans lequel on a fait ça. Et vous voyez, il semble qu'au cœur de Joe, il y a une sorte de boussole désorientée. Bien sûr, il a été repris par la séduction de l'argent, le pouvoir, être un dealer, avoir tout son petit gang qui travaille pour lui, etc. Repris par des illusions extérieures. Et puis l'insatisfaction se fait sentir. À un moment, il se dit, mais où est-ce que je cours? À quoi ça sert tout ça?
Quand j'ai de l'argent, on me le vole. Quand j'ai du pouvoir, on me casse la figure. On me sabote, on me trahit. Et tout d'un coup, sa boussole intérieure titille de nouveau vers un climat qu'il a aimé, dans lequel il s'est senti reconnu, avoir une place, exister, n'avoir pas de rôle à jouer, autre que simplement lui-même, et le ramène à rejoindre des activités que nous proposions. Et il m'est apparu donc que de nouveau, si nous développions des climats propices, des climats fondateurs dans nos écoles, dans nos familles, dans nos structures, pour indiquer aux êtres, tu es là, tu es vivant, tu es merveilleux, on tient à toi, tu es important, tu appartiens, on est avec toi, des climats d'appartenance, je pense que nous éviterions bien du désarroi. Je me souviens d'une jolie phrase que j'ai lue quelque part, et je rends hommage à l'auteur, je n'ai pas retenu son nom, c'est un homme qui s'est occupé beaucoup des violences dans les banlieues parisiennes, et qui disait ceci: c'est au fond assez simple à comprendre, la violence. Regardez, si à la maison on se battait, là où on se battra, on se sentira à la maison. Mais si à la maison on chantait, là où on chantera, on se sentira à la maison. Alors créons des climats dans lesquels on chante, dans lesquels on se parle, dans lesquels on s'écoute, dans lesquels on traverse les conflits dans l'échange mutuel, dans lesquels on sait tourner les pages, faire des deuils, dans lesquels on apprend à gérer les frustrations mutuellement. Créons ces climats-là, c'est à la portée de la main, mais ça demande peut-être juste un peu de recul dans la chaise de l'intériorité. C'était mon premier point de départ, le travail avec les jeunes de la rue. Deuxième point de départ, et qui est plutôt lié à mon travail comme accompagnant de personnes à travers les cycles, les saisons, les rouages et les intempéries de la vie. On appelle ça thérapeute. Alors, il m'est apparu, dans ce travail-là, que beaucoup d'impressions, beaucoup de personnes partagent cette impression d'être à l'étroit en soi. Je suis à l'étroit en moi. Comme si je portais un trop petit vêtement. Et je ne vous parle pas de mon veston, dont j'espère qu'il est bien coupé. Je vous parle de notre incarnation. Quelque chose freine, bloque une puissance de vie. Charlotte arrivera en thérapie à 20 ans et elle dit « Je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. » Charlotte a fait déjà 2 tentatives de suicide et elle est complètement en dépression. Et elle a perçu qu'il y a plus de vie en elle que ce qu'elle arrive à déployer. Et on y reviendra tout de suite pour raconter l'histoire de Charlotte. Mais donc cette constante qu'il y a à l'intérieur un énorme potentiel, une puissance de vie très très forte. Et l'image que l'on peut utiliser, que moi je sens, que j'ai beaucoup senti, que je continue de sentir, que je tente d'écouter, c'est comme s'il arrivait en moi une puissance, une énorme arrivée d'eau pour alimenter tout un palais, vous savez, avec des jardins, des fontaines, des cascades, des jets d'eau extraordinaires, une énorme vanne comme ça qui arrive avec une puissance de vie extraordinaire, mais par une erreur de montage, une distraction du monteur, cette énorme vanne aurait été terminée par un tout petit robinet de purgeur de radiateur. Vous voyez ? Auquel se désaltérait quand même au goutte à goutte pour ne pas crever de soif. Mais un petit peu court pour bien vivre, voyez. Beaucoup de vie en nous, mais faible capacité à lui donner du rayonnement, de l'action, un dégagement, un déploiement. Alors je vois que beaucoup de personnes qui viennent en thérapie viennent parce qu'elles sentent ce malaise, elles voudraient arriver à utiliser la vie qui est en elles et elles ne savent pas comment faire. Et de nouveau, je me suis dit, mais mon Dieu, si depuis l'enfance, on apprenait à écouter cette puissance de vie et à la déployer joyeusement, on n'aurait pas besoin de thérapeute. Et je suis prêt à scier la branche sur laquelle je me suis longtemps assis. Je rêve qu'effectivement le métier de thérapeute soit mis au musée, comme un truc dont on a eu besoin autrefois parce qu'on n'arrivait pas à s'écouter soi et à écouter l'autre. Alors on allait voir quelqu'un. C'était mon deuxième point de départ. Beaucoup de vie en nous, grande difficulté à en faire usage, et l'intériorité est une clé pour entrer dans cette source et transformer petit à petit le petit robinet purgeur trop étroit par une belle grande vanne généreuse permettant la distribution de l'eau dans le grand jardin et le foisonnement des jets d'eau. Troisième point de départ de ma réflexion, dans cet accompagnement, depuis une quinzaine d'années, des personnes à travers les cycles de la vie, les saisons, il m'est apparu évidemment des constantes, à force de rencontrer les gens, et puis par rapport à force de me rencontrer moi dans mes propres cycles, il m'est apparu des constantes. Une des premières constantes, c'est qu'il semble bien que tout être humain sur la planète, qu'il soit en haut, en bas, à gauche, à droite,
cherche profondément à goûter la paix. Que c'est ça le sens même de sa vie, même s'il ne le sait pas, même s'il n'en a pas pris conscience. Il tente de goûter la paix. Et si vous demandez à travers la planète en voyageant, au fond, qu'est-ce que tu voudrais dans la vie, vous aurez très généralement cette réponse-ci. Je souhaite la paix, être en paix avec moi, être en paix avec mes proches, avoir une famille autour de moi, suffisamment de sécurité matérielle et affective pour être bien. Je souhaite être en paix. Et vérifiez vous-même, avez-vous un autre objectif? Et est-ce que les stratégies que vous mettez en place au long du jour, étudier, travailler beaucoup, faire du sport, rencontrer, se marier, faire des enfants, vous impliquer dans la société, faire des activités sociales, voyager, vous distraire, vous reposer, est-ce que tout ça ne sont pas des stratégies pour tenter d'être en paix? Alors est-ce qu'il n'y a pas parfois une sorte d'inversion du processus? Nous finissons par mettre tellement de stratégies en place qu'on est complètement à côté de l'objectif. On peut voir ça sur le dessin. Nous tendons vers la paix, semble-t-il. Et voilà. C'est simple. Oui, effectivement, la vie nous renseigne que ce n'est pas toujours aussi simple. La vie est un parcours. Il y a des épreuves, il y a des transformations, il y a des querelles, il y a des conflits à vider, il y a des oui, il y a des non à entendre, des non à exprimer, il y a des colères à traverser, il y a des pages à tourner. Toutefois, ça avance. Toutefois, c'est un processus. Et ce qui anime l'élan, même s'il y a apparence de régression ou que ça tourne en rond, et ce qui anime l'élan n'est quand même pas un profond élan d'aller vers la paix. Première constante qui m'apparaît dans mon travail d'accompagnant, nous tendons vers la paix. Ce chemin vers la paix est au fond un peu un chemin de la souffrance vers la paix. Et plus précisément, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, est-ce que ce n'est pas l'impression de division alors que nous cherchons l'unité? L'impression de morcellement alors que nous cherchons la centration, la cohérence? N'est-ce pas aussi l'impression d'opposition, de lutte contre, plutôt que l'action? La réaction à tout, plutôt que la création? N'est-ce pas l'impression de vide ou de manque, alors que nous tendons à goûter la plénitude ou à être de plus en plus comblés de l'intérieur? N'est-ce pas le passage de l'impression d'absence à soi-même, à l'autre, à la vie, à l'univers, à Dieu, vous appelez cette dimension comme vous le voulez, le passage de cette impression d'absence à l'impression de présence, présence à moi, présence à l'autre, présence à la vie, à l'univers ou à Dieu autour de moi, appartenance. Est-ce que ce ne serait pas ça le chemin de vie? Et finalement, ne pourrait-on pas dire qu'il s'agit de passer de l'ego, divisé, opposé, morcelé, réactionnel, à l'être? Je vous parlais de dépouillement, c'est pas joli, la feuille qui se dégage. L'ego à l'être. Il semble bien que ce soit ça le chemin. Alors, je ne pense pas qu'il faille être grand psy pour comprendre ces notions-là. Je pense que chacun d'entre nous peut percevoir ce qu'on appelle l'ego. Vous savez, cette partie de nous qui vit plutôt contractée, plutôt limitée, plutôt dans la méfiance, dans la peur, dans le doute, dans la comparaison, dans la justification, dans les rapports de pouvoir, dans qui a tort, qui a raison. Ça joue petit, nous n'aimons pas beaucoup, mais nous ne savons pas trop comment jouer autrement. En même temps, de l'autre côté, je pense que beaucoup d'entre nous percevons, il y a une autre dimension en moi. Il y a une dimension qui tend vers plus grand, plus harmonieux, plus généreux, plus aimant, qui tend vers un amour qui ne soit pas conditionnel, qui tend à être aimé sans condition, qui tend à plus de fantaisie, plus de joie, plus de rayonnement. Nous tendons vers ça, mais nous ne savons pas trop comment. Et cependant, ce vers quoi nous tendons là, peut-être que nous pouvons percevoir que même si la vie nous a meurtris, défaits, abîmés, vraiment harcelés, trahis par moments, il y a quand même en nous comme une toute petite partie en sourire, en silence. Et ce silence, cette partie de nous en sourire, demeure, quoi que nous traversions. Parce que cette partie-là, elle est hors d'atteinte. Elle est d'ailleurs sans attente. Elle se contente d'être. Alors, est-ce que le chemin de la vie ne serait pas un chemin depuis l'ego jusqu'à l'être?
Ne gagnerions-nous pas un temps précieux si nous savions ça dès l'enfance? Alors, ça, ce sont les constantes que j'observe. Il y en a encore 2, 3. Je vois que dans nos vies, lorsque nous rencontrons des difficultés, ce qui nous fait problème, ce ne sont pas tant nos conditions de vie. Entendez-nous, bien sûr, parfois les conditions de vie peuvent être tragiques. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas tant nos conditions de vie que les conditions de notre esprit. Notre conditionnement d'esprit, ce n'est pas tant donc ce qui m'arrive qui est terrible, que comment je vis ce qui m'arrive. Dans quelle énergie, dans quelle disposition, dans quel regard, avec quel filtre. Tout simplement, dans ma pratique, j'ai eu, à quelques semaines d'intervalle, un homme qui arrivait effondré parce qu'il était licencié, qui ne savait pas comment il allait s'en sortir. C'était une tragédie pour lui. C'était un effondrement, pratiquement d'expression. Quelques semaines après, j'ai un autre homme qui se dit quelle aubaine. L'employeur a pris la décision que je n'osais pas prendre moi-même. Et maintenant, je me sens acculé à prendre dans mes réserves, je vais changer ma vie. Et pour cet homme, c'était une aubaine. Enfin, il recevait le coup de pied au derrière qu'il n'arrivait pas à se donner lui-même. Ah, vous voyez, c'est pas tant ce qui arrive que comment nous vivons ce qui arrive. Et que donc ça se passe là, ou là, à l'intérieur, et pas tant à l'extérieur. C'est une question de regard, de logiciel, si vous voulez, de système de programmation. Alors si nous n'avons pas toujours, loin s'en faut, du pouvoir sur l'extérieur, attention que nous avons du pouvoir sur l'intérieur. Nous avons vraiment du pouvoir pour transformer le logiciel, reprogrammer, transformer le filtre, pour regarder autrement, changer de lunettes. Là-dessus, nous avons du pouvoir. Et un pouvoir qui est rarement utilisé, puisque souvent, nous nous sommes encodés dans la plainte. Regarde ce qui m'arrive. Quand les choses qui m'arrivent auront changé, j'irai mieux. Et puis comme ça n'arrive pas, ben, j'irai jamais mieux. Au lieu de se dire, regarde ce qui m'arrive, c'est douloureux, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais prendre du temps d'intériorité, je vais m'asseoir dans ma chaise pour écouter l'énergie, la vitalité, rentrer dans ce puits dont on me parle, et je vais aller voir un peu si je n'ai pas des ressources. Alors dans les constantes, oui, par rapport à ce petit système de programmation, j'ai trouvé une phrase de Mark Twain, l'auteur américain dont vous vous souvenez peut-être, qui disait ceci, j'ai trouvé la phrase très, très éclairante. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes. C'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. C'est pas fantastique, ça? Alors, encore une constante, nos processus de transformation personnelle s'enclenchent lorsque nous acceptons de nous laisser déconditionner, lorsque nous acceptons de lâcher nos systèmes de pensée, nos systèmes de référence, nos idées toutes faites, nos conditionnements, bien sûr. Lorsque nous observons, tiens, oui, bien sûr, il y a eu conditionnement comme ça, tiens, ça a permis ceci ou ça a sans doute eu un bénéfice, la plupart du temps ça en a eu, sinon on se serait enfui déjà depuis longtemps. Et cependant, à un certain moment, ça m'enferme. Ce qui m'a permis de vivre m'empêche de vivre. Ah ben, il est temps de discerner le moment pour s'échapper à temps. Et donc, nous pouvons entrer dans un processus de transformation personnelle lorsque nous acceptons de déconditionner, de revoir notre système de pensée. Et enfin, la dernière constante que j'observe, c'est que la personne qui s'implique avec suffisamment de rigueur, de profondeur, de patience aussi, et également de courage, parce que ce n'est pas nécessairement confortable, dans ce processus de déconditionnement et de remise en question de son fonctionnement, eh bien, cette personne, tout au contraire que de s'enfermer dans une complaisance narcissique, égoïste, qui la couperait du monde, cette personne, la plupart du temps, en passant par l'intérieur d'elle-même, s'ouvre complètement vers l'extérieur. C'est aussi une constante que j'ai observée. Le travail de friction avec son être propre l'ouvre au travail de rencontre avec l'être qui est dans l'autre. Mais tant que la personne n'aime pas trop se frictionner à elle, elle trouve que l'autre est très frictionnant. Tant qu'elle n'a pas, c'est pas coltiné avec ses propres ombres, elle trouve l'autre très ombrageux, ombrageant, faisant de l'ombre. Alors inversement, quand la personne a connu un peu son ombre, sait que ça fait partie de l'humain et entre dans une humanisation par rapport à elle-même, elle entre dans une humanisation par rapport à l'autre. Lorsqu'elle développe de la bienveillance pour soi, elle développe de la bienveillance pour l'autre.
Et bien sûr qu'à la clé de ce processus de connaissance de soi, puisque nous ancre dans notre élan de vie, il va y avoir la rencontre avec ma propre créativité, avec qui je suis vraiment, la vraie personne que je suis, au-delà du petit personnage qui a un peu peur de déranger, de prendre trop de place ou de déplaire à papa et maman. Je vais entrer dans mon élan créateur et je vais devenir un citoyen infiniment plus impliqué, plus joyeux et plus rayonnant que quand je jouais petit, serré dans mon petit ego et mon petit costume trop étroit. Il y a tout bénéfice. Non seulement pour moi qui vais me déployer, mais pour ceux autour de moi qui auront le plaisir d'avoir un être humain bien vivant à côtoyer. Alors, petit exemple où je reviens à Charlotte. Charlotte a donc 20 ans. Quand elle arrive en thérapie, 2 tentatives de suicide, elle est vraiment complètement en dépression. Charlotte est déchirée entre des parties de soi qu'elle a du mal à faire cohabiter. D'une part, Charlotte a un grand élan humanitaire, elle voudrait faire du bien, s'occuper des gens, aider la misère du monde, et partir par exemple pour Médecins sans frontières. Mais d'autre part, elle a un grand talent de peintre, d'artiste, et elle le connaît déjà son talent, il est visible, il est palpable, et elle voudrait faire une haute école de peinture parce qu'elle deviendra une grande artiste. Alors, elle est complètement déchirée. Quand elle part dans son rêve d'humanitaire, ce sera fantastique, elle va aider les gens, mais on ne peint guère dans les camps de réfugiés. Alors c'est pas grave, je reste ici en Belgique, je fais ma haute école de peinture, et je vais devenir une grande artiste, et puis ce sera bien. Oui, mais on ne peut pas juste s'occuper de soi, il y a les autres. Elle est tétanisée, elle est déchirée. Elle sent cette petite phrase qu'elle dira elle-même très vite, j'ai trop de puissance. Non, elle dira ceci, je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. Et la seule façon d'évacuer la tension de cette puissance de vie, eh bien, c'était le suicide, y mettre fin. Je vous passe les détails du travail fait avec Charlotte, qui consiste essentiellement à faire cohabiter les parties d'elles-mêmes pour voir comment est-ce qu'elles peuvent tout doucement se réconcilier, en ne les mettant plus en opposition, en séparation, en division, c'est l'ego, mais en les mettant en collaboration, en synergie, en cohérence, en unité. Alors si aujourd'hui Charlotte est art-thérapeute pour enfants, et si elle a réussi à mettre au service d'une cause humaine, humanitaire, sociale, son grand talent pour la peinture et le dessin, c'est que Charlotte est entrée dans son intériorité. Si elle peut avoir aujourd'hui véritablement une action citoyenne dans la communauté à laquelle elle appartient, dans la ville où elle vit, c'est qu'elle a travaillé sur elle. Je ne sais pas ce qui serait arrivé à Charlotte si elle n'était pas entrée dans son puits par ce travail-là. L'intériorité n'est-elle pas citoyenne? Solange est institutrice et Solange a beaucoup souffert dans son enfance, mais elle ne veut pas voir tout ça parce que c'est du passé puis c'est pas grave. Et donc elle va s'occuper des enfants parce qu'il faut s'occuper des enfants, ils sont malheureux, il faut s'occuper d'eux. Alors elle fait tout bien, comme elle le sent, croyant bien faire. Elle est très méthodique, très organisée et elle s'occupe d'une classe de maternelle dans laquelle il y a 30 bambins. Solange aime l'ordre. Que tout soit rangé, tout à sa place, les petits pots par ordre, les couleurs par tiroir. Et donc, c'est l'enfer. Pour Solange, mais pour les gamins, c'est vraiment l'enfer. Alors elle ne sait plus comment vivre, elle court trop vite, elle essaie de se reposer, de se détendre, et sur le chemin de l'école un matin, paf, accident de voiture, et Solange se retrouve assise dans la chaise de l'intériorité de gré ou de force pour 3 mois d'hôpital, à se poser ces questions existentielles. Mais qui suis-je, où cours-je et à quoi sers-je? Pourquoi est-ce que je m'échine à ce point à mettre de l'ordre dans ma classe? Pourquoi est-ce que je m'énerve tellement contre ces gamins dont je voudrais le meilleur bien, le plus grand bien? D'où ça vient, ça? Et tout d'un coup, elle creuse un petit peu dans son puits, et puis elle prend mesure de ce qu'elle a refoulé, toute la souffrance vis-à-vis de ses parents. Elle a été élevée par des parents qui n'aimaient pas du tout la vie, et qui le lui faisaient payer à elle. Elle payait, elle faisait paratonnerre aux frustrations de ses parents. Et elle n'a jamais soigné ça, elle n'a jamais mis ça à la conscience. Alors elle est habitée par ça, et pour conjurer l'angoisse que ça lui fait, elle a des comportements de perfectionniste, mais de perfectionniste aigu, une façon de conjurer son angoisse. Oui, mais ça ne la rend pas heureuse, et surtout, ça ne rend pas les autres heureux, mon Dieu. Alors elle travaille sur elle, et finalement, je ne vous fais pas toute son histoire. Si aujourd'hui Solange est responsable administrative et comptable dans une grande organisation pour des jeunes, où son goût du perfectionnisme, de l'ordre, de la méthode est bien employé à bon profit, et si elle peut rester dans l'esprit, dans quelque chose qui s'occupe de jeunes, puisque c'est une activité
pour des jeunes, effectivement, si elle a pu se mettre ainsi au bon endroit et cesser de s'empoisonner la vie et d'empoisonner celle des autres, c'est qu'elle a travaillé son intériorité. Et je peux vous assurer qu'il y a bien des classes de maternelle qui se réjouissent que Solange soit partie trouver sa voie. Non pas qu'elle soit partie, mais qu'elle ait trouvé sa voie. Alors je vous raconte cette histoire-ci parce que en la commentant dans mon livre, je frémissais en pensant à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans un rapport de pouvoir. Instituteur, enseignant, directeur d'école, mais infirmier, médecin, chef d'hôpitaux, sous-chef de bureau, patron, enfin toute personne qui a un rapport de pouvoir et qui n'aurait pas travaillé à nettoyer son intériorité, en sorte d'être bien aligné dans son élan de vie et pas manipulé par ses complexes. Tant de souffrances, vous en êtes certainement les témoins dans vos vies, liées au fait que les gens sont collés à eux-mêmes, n'ont pas pris du tout cet espace d'intériorité pour se décoller un peu et remettre leur position en question. Est-ce que l'intériorité de chacun ne serait pas citoyenne? Alors, il m'est apparu une petite réflexion par rapport à ces conditionnements, deux conclusions plus exactement. Le développement personnel, pour moi, il y a déjà longtemps qu'il n'est plus personnel. Le développement personnel, pour moi, c'est du développement social. Je dirais même que le développement personnel profond, rigoureux quand même, est la clé du développement social durable. Je ne parle pas du développement personnel de surface, un stage ou deux, quelques journées de thérapie, quelques séances, qui font que la personne rencontre d'abord son petit moi et se dit « Ah, je ne me suis pas écouté, je vais m'écouter, je ne connais pas mes besoins, je revendique mes besoins. » Et c'est un stade presque inévitable qui est d'abord d'une revendication du moi, moi, moi. Je me moi. On n'est pas encore arrivé là où on peut se rendre. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'entrer dans un travail de développement personnel, de connaissance de toi, d'ouverture de conscience qui soit suffisamment rigoureux et profond pour arriver à ce stade d'ouverture à l'autre où on est dégagé du petit moi autant que possible, bien sûr. Deuxième conclusion que je vous propose, c'est de constater que devant le doute, la difficulté ou l'épreuve, ce dont nous manquons, ça n'est pas de ressources, mais d'accès à la ressource. Toute la ressource est là. Il n'y a pas de doute. Charlotte, je ne lui ai donné aucun conseil. Je ne lui ai apporté aucune ressource. Toute la ressource était en elle. Peut-être que j'ai simplement facilité le fait qu'elle s'écoute au bon endroit. Ça, c'est possible. J'ai créé ce cadre où, au lieu de se juger, elle s'est écoutée. Solange, même chose. C'est juste une écoute. Tout le potentiel est là. Ce dont nous manquons, ce n'est pas de ressources, mais d'accès à ces ressources. Petite image peut nous éclairer. Depuis une vingtaine d'années, avec les jeunes de la rue, et puis après mon travail d'accompagnement en thérapie, etc., que j'accompagne donc les personnes, il m'apparaît qu'il y a, dans le cœur de chacun, le potentiel de faire un son joyeux, fin, léger, délicat, qui se marie au carillon des sons des autres êtres autour de nous. Un son aussi joli, enfantin, charmant que celui-ci. Mais voyez, des conditionnements, des habitudes, des automatismes, des souffrances, des traumatismes, vraiment des blessures, font que parfois, pour beaucoup d'entre nous, ce qui sort de nous, au lieu de ce son cristallin, joyeux, léger, ce qui sort de nous, c'est ceci. Mais il peut arriver que les conditionnements, les souffrances, les blessures, le désarroi soient tels que ce qui sort de nous, c'est ceci. Voyez, alors que le potentiel, c'est ça. Alors ça nous permet peut-être de visualiser qu'au fond, dans nos vies, dans nos cheminements, dans nos recherches, dans nos processus de transformation, de dépouillement pour passer de l'ego divisé à l'être rassemblé, il n'y a pas tant à faire qu'à défaire. Il y a à retirer des couches
enlever des mécanismes, défaire des automatismes, dissoudre des conditionnements. Tout est là. Faute d'accéder à nos ressources, il m'apparaît deux risques. Deux risques individuels qui peuvent se développer en risques collectifs. Le premier des risques, si je n'écoute pas ce qui se passe en moi, c'est le risque de la violence. C'est la cocotte minute. Je rentre mes désarrois, mes désaccords, ma tristesse, mon dépit. C'est pas grave, je vais survivre quand même, je rentre tout à l'intérieur, et à un moment, j'en peux plus, ça pète. Vous connaissez l'expression? Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est une expression extraordinaire. Toi, tu es la goutte qui fait déborder mon vase. Mais qui est responsable de mon vase? C'est toi ou c'est moi? Tu es la goutte qui fait déborder mon vase. Mais qui est le gardien du vase? Est-ce qu'il ne s'agit pas pour moi de m'asseoir dans la chaise de l'intériorité pour voir mon vase est en train de se remplir, il est temps que je m'en occupe, sinon ça va péter? Ça, c'est un travail citoyen, d'aller voir, attention, je suis en colère, et j'ai besoin d'exprimer ma colère à temps et à la bonne personne pour éviter que ça saute. Alors, tant que le risque est individuel, il est encore il est tragique, mais il est limité. Je veux dire, la personne qui sort ses insultes et ses critiques à la figure de l'autre, c'est une tragédie. La personne qui sort la pile d'assiettes et l'envoie à son conjoint, ou le coup de couteau qui part malencontreusement, c'est une tragédie. Mais là où ça a vraiment un impact social, c'est si c'est toute une population qui accumule des frustrations dans sa cocotte minute. Et si c'est toute la population qui pète en même temps, ça fait une émeute ou une guerre civile. Regardez les émeutes, précisément en France, en hiver 2005, où les gens d'un quartier ont brûlé les boutiques dans lesquelles ils vont acheter leur pain et la voiture du voisin, et dans une émeute qui renseigne combien les gens cherchent du sens, de la reconnaissance, une appartenance et un projet de vie qui fasse sens, qu'ils ne reçoivent pas. Alors ça, c'est un risque. Un peu plus loin, en Afrique, il est arrivé il n'y a pas si longtemps de voir que la frustration est telle que tout le monde sort sa machette en même temps pour aller couper la tête de la tribu voisine. Tout près de chez nous, en ex-Yougoslavie, encore plus proche, même chose, même accumulation d'amertume, de rancœur, de tristesse qui ne sont pas évacuées en conscience, elles ne sont pas portées à la conscience, elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas discutées, elles ne sont pas partagées, et donc ça pète de nouveau. Il me paraît que l'intériorité est au service de la citoyenneté. Premier risque, c'est donc la violence lorsque nous n'accédons pas à nos ressources. Le deuxième risque, c'est la dépendance. La dépendance qui commence la plupart du temps par des systèmes de compensation. Vous savez, quand on n'est pas trop heureux de ce qu'on vit, on compense. À qui ce ne sera pas arrivé de pencher un petit peu pour la boisson pour retrouver un peu de douceur? À qui ce ne sera pas arrivé de pencher un petit peu pour une double ou une triple assiette pour retrouver un peu de plénitude? À qui ne sera pas arrivé de manger un peu trop de sucre, de chocolat, etc., ou d'être un peu trop sur Internet, ou de travailler un peu trop pour compenser le fait qu'au fond, je ne suis pas sur ma voie pour trouver le bonheur. Je suis vraiment égaré, mais sans savoir que c'est le bonheur que je cherche. Je suis doublement égaré. Je suis égaré sans savoir ce que je cherche. Alors de nouveau, quand une personne compense en picolant un peu trop, ça peut être une tragédie de vie, ou en prenant un peu trop de médicaments, ou en consommant un peu trop de toutes sortes de choses. Ça peut être la mode, les marchandises, les biens, les vêtements, la pornographie. Il y a toutes sortes de façons d'hyper-consommer. La France est aujourd'hui le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs, alors que ça a été le pays des Lumières. Elle est où la lumière? Alors je ne jette la pierre à personne, parce que moi-même, il m'a fallu quelque temps, dans mon métier qui ne me plaisait plus, qui ne nourrissait pas mon être, mais qui était purement une intégration sociale, une reconnaissance, etc., un enjeu matériel, avec un certain confort à la clé, qui est d'ailleurs doublement piégeant. Eh bien, il m'a fallu quelque temps pour percevoir que l'avidité avec laquelle j'ouvrais le frigo pour prendre une petite bière le soir en rentrant du travail n'avait rien à voir avec le fait de célébrer la joie d'avoir passé une belle journée créatrice au travail. La discipline quasi militaire dans laquelle je m'imposais un jogging tous les 2 jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, n'avait rien à voir avec le fait, ou pas tout à voir avec le fait de garder mon corps en forme, de rester
physiquement en bonne santé, mais ça avait plutôt à voir avec le fait d'évacuer les tensions que je ne comprenais absolument pas et qui s'accumulaient dans mon corps parce que je ne faisais plus du tout ce que j'aimais. Et ainsi de suite. Ça prend du temps de réaliser si on entre dans un mécanisme compensatoire, parce qu'il a ses gratifications. La petite bière, c'est quand même très détentant. Faire un petit jogging, c'est quand même bien agréable de se sentir en forme. Mais attention, est-ce un déploiement de moi-même ou un refoulement de moi? Alors ça demande un peu de vigilance, de recul pour voir au fond pourquoi est-ce que je prends cette bière si avidement. Est-ce que c'est vraiment par joie ou par compensation? Pourquoi est-ce que je cours comme ça? Par plaisir, d'être dehors, de me sentir en forme physiquement, ou parce qu'il y a des tensions que je ferais peut-être mieux d'écouter pour les comprendre, en sorte de transformer ma vie, avant que les événements la transforment malgré moi. Alors je ne jette donc la pierre à personne, je nous invite à simplement voir l'enjeu et combien notre société d'aujourd'hui représente un grand risque, puisque toutes les tentations sont possibles, la consommation immédiate, tout est à portée de main. Nous pouvons très vite imaginer que tout ce que nous avons sous la main est absolument nécessaire. Petit exemple de Johan. Johan est un homme de 40 ans, je pense. Il a monté son affaire, il gagne beaucoup d'argent, il en est très fier et c'est légitime, il y a beaucoup travaillé. Johan ne pensait pas arriver là, Johan aime les relations humaines et il a d'abord créé une petite entreprise avec des copains avec lesquels il s'entend bien. Ils ont engagé d'autres copains avec lesquels ils s'entendent bien et il y avait un bon climat d'amitié et on travaillait. Ça a dégagé de l'argent, tout d'un coup, ça a dégagé beaucoup d'argent, les produits se vendent très bien, on peut conquérir des marchés, on part à l'étranger, c'est l'Orient, l'Asie et Johan ne revient plus beaucoup à la maison, Johan ne voit plus beaucoup sa femme, Johan ne voit plus jamais ses associés, Johan se demande encore un peu comment s'appellent ses enfants, et puis Johan se dit, mais elle est où l'inspiration qui m'avait commandé? Mais ça, il ne se pose cette question que parce qu'une alerte, un petit cancer, l'arrête et le force à s'asseoir dans la chaise de l'intériorité. Et la chaise de l'intériorité, c'est un lit d'hôpital où heureusement on lui enlève une petite tumeur bénigne, mais qui le force quand même à être immobilisé plusieurs semaines. Et là, il se pose ces fameuses questions. Qui suis-je, où cours-je et à quoi sers-je? Et il revisite sa vie. J'aurais pu en mourir si je n'avais pas écouté ce qui m'arrive, si j'avais couru de plus en plus vite. J'aurais pu passer à côté de moi, à côté de ma femme, à côté de mes enfants, à côté de mes amis. Et il remet son processus en question. Et aujourd'hui, Johan est devenu formateur en gestion du stress dans l'entreprise, mettant à profit son expérience de vie au service de ses concitoyens. Je pense que son travail d'intériorité est bien au service de la citoyenneté. Et Johan n'avait pas vu que son mal-être de ne plus être dans la relation humaine, dans la proximité avec ses amis, ses associés, puis sa famille, ses enfants, ce mal-être-là était tout un temps compensé par le succès, l'argent, le chiffre d'affaires, les nouveaux marchés. Illusion, évidemment. Complète illusion par rapport à l'axe de vie. Johan était en train de s'égarer en oubliant qu'au fond, ce qu'il souhaite, c'est être à la maison avec ses enfants et discuter avec ses amis. Risque de la compensation et de l'illusion. Alors, j'en conclus cette première partie par cette petite conclusion-ci. Quand je vois la merveille qui est au cœur de chacun de nous, ce vers quoi nous tendons, pensez aux gamins autour du feu, la douceur de se retrouver, d'être bien dans la chaleur, le respect et le sens, la camaraderie, ce principe fédérateur. Quand je vois le potentiel qui est au cœur de chacun de nous, vous voyez ce que Charlotte a fait de sa vie, Solange, Johan, c'est qu'il y a comme ressource à l'intérieur de nous. Et puis quand je vois l'état du monde, comme nous l'avons créé depuis plusieurs générations, je mesure à quel point nous ne pourrons pas changer ce qu'il y a à l'extérieur sans d'abord transformer le logiciel par l'intérieur. Et pour terminer cette première partie, je vous propose de nouveau de prendre un petit moment d'écoute intérieure, un petit moment d'intériorité pour vérifier votre présence à vous-même. Alors je vous propose dans la deuxième partie d'aller voir d'où nous venons et d'où vient que nous ayons si peu d'accès à l'intériorité.
D'où vient que nous en soyons à ce point coupés? Et je vous propose d'abord d'aller voir un aspect qui a trait à notre nature profonde. Et ensuite, je vous proposerai un aspect qui a trait plus à notre culture. Et ne confondons pas les deux. Nous avons tendance à confondre ce qui est naturel et ce qui est, au fond, simplement culturel. Gandhi nous disait, ne confondons pas ce qui est naturel avec ce qui est seulement culturel. Beaucoup d'entre nous disent, c'est ma nature, je suis comme ça. C'est ta nature ou ta culture? Familiale, scolaire, professionnelle, religieuse. Qui dit ce que tu dis là? L'être bien conditionné par un certain système? La personne? Le personnage? Ou la personne vraie que tu es, unique, spécifique? Souvent, nous sommes dans une confusion. Nous prenons ainsi nos automatismes pour de la spontanéité. Ce n'est pas la même chose. Alors, quelques conditionnements qui ont trait à notre nature, et par là je veux viser notre nature d'être incarné. Vous savez, c'est ce que j'évoquais un peu au début en disant « je suis à l'étroit en moi ». Beaucoup d'entre nous, et il y en a certainement parmi vous ici, réalisent ceci, ce qui m'a fallu longtemps moi à réaliser. Je suis un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange, ça gêne aux entournures, ça freine, ça bloque. Et quand je vous parle d'un être infini, c'est dans le respect des cheminements de chacun. Je pense que chacun, qu'il soit croyant ou pas croyant, qu'il ait ou non une vie spirituelle, qu'il ait ou non une vie religieuse, peu importe, peut percevoir que nous avons des désirs et des besoins infinis de partage, d'échange, de solidarité, de justice, d'amour, de tendresse, que tout le monde reçoive ça à profusion. Il y a une part de nous qui a des rêves d'infini, ça fait partie de notre nature. Et cependant, nous avons à composer avec le fait que nous sommes dans la finitude de l'espace-temps. Qui d'entre vous ne s'est pas dit « j'aimerais avoir des journées de 72 heures » pour pouvoir faire tout ce que j'aime? Une partie de nous aspire à l'infini, à toucher à tout, à reconnaître tout, à voyager partout, à lire tous les livres, à regarder toutes les émissions, à rencontrer tous les amis. Et en même temps, nous avons tous les jours à composer avec la finitude. Et ça n'est pas facile, ce jeu-là. Parce qu'il est rare que nous le voyons clairement, comme simplement un travail d'acceptation de la finitude dans l'infini. Alors pour apporter régulièrement cette proposition dans l'accompagnement des personnes, je vois combien elle est libérante, elle est salutaire. La personne qui se croyait folle parce qu'elle essaie d'arriver à tout faire, elle veut tout bien gérer, elle souhaiterait tout contrôler, puis il n'y arrive évidemment pas, et qui se dit « je suis incapable, je suis nul, je suis incompétent », et qui se juge sévèrement quand elle réalise « mais non, j'ai une inspiration infinie qui est difficile à faire cohabiter avec la finitude de l'espace-temps. » Ah, c'est ça. Ah bon, donc je ne suis pas faux ou je ne suis pas folle. Ouf, tout d'un coup, quelque chose s'apaise et permet de travailler l'acceptation du cadre plutôt que de s'opposer sa vie durant au cadre, ce qui est malheureusement notre plus générale habitude. Exemple. Je vais inviter à notre soirée le temps. Quel est notre rapport au temps ? Données de base de notre existence. Vous l'aurez perçu, nous ne ferons pas l'économie du rapport au temps. Alors, c'est la guerre ou c'est la paix? Est-ce que nous avons pris le temps, et est-ce que nous reprenons régulièrement le temps, de développer avec le temps une relation comme celle-ci? Viens là le temps, tu es mon ami, tu es mon allié. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux réaliser aucun projet. Tu es celui qui permet à mes projets de se concrétiser. Tu es celui qui permet à mes rêves de s'incarner, de se rendre concrets. Donc je me concerte avec toi, je t'écoute, je te demande ton avis, je puise dans ta sagesse immémoriale pour être sûr que je vais à un rythme qui est juste, pour me respecter moi, pour respecter les autres, pour respecter la vie autour de moi. Je ne me bats pas contre toi, mon Dieu, j'aurais perdu d'avance. Donc je te prends vraiment comme un allié, comme un ami, puis je te remercie. Parce que tu m'aides à me poser, tu m'aides à accepter ma finitude et à vivre pleinement cette expérience d'incarnation. Tu es vraiment mon allié, merci. C'est ça notre rapport au temps? Régulièrement? Est-ce qu'il ne nous arrive pas, la plupart du temps,
de nous trouver dans un rapport qui est plutôt comme ceci. Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me bouffes, tu me rouilles, tu m'empêches de vivre, tu me déchires, tu es celui qui empêche tout d'arriver, tu me stresses. Fous-moi le camp, fous-moi la paix, dégage. Condition de base de notre existence. Nous n'en ferons pas l'économie. Nous ne pouvons que travailler la paix. Est-ce que c'est inscrit dans les programmes scolaires? Est-ce que c'est inscrit dans nos programmes familiaux? Est-ce que nous témoignons par notre façon d'être d'adultes que nous avons pacifié notre rapport au temps, en sorte que nos enfants grandissent dans un climat pacifié avec le temps? Ou est-ce que notre façon d'être adulte entretient la guerre ou la guéguerre avec le temps? Alors, vous voyez, ça fait partie de ces difficultés à accepter une dimension infinie qui voudrait pouvoir faire tout le temps. De nouveau, je propose de pacifier notre relation en entrant dans la chaise de l'intériorité et en écoutant ces dimensions de nous qui souhaitent bien au-delà de ce qui est possible pour comprendre qu'il y a du sens à ça. Ça nous tire plus loin. Comme l'évoquait une auteure française que j'aime bien, Michel Delaunay, et elle disait, il y a une partie de nos besoins qui est faite pour autre chose qu'être satisfaite. C'est-à-dire, elle est là pour nous tirer plus loin, en avant, avoir des projets, bouger. Voilà pour comprendre qu'une partie de nous tire au-delà, oserons-nous dire, dans l'au-delà de nos conditions de vie, de l'immédiat. Quelques pièges à entrer à notre culture. Notre culture également nous tire hors de nous. Et je vous propose de le voir sous deux axes. Notre culture autour de nous, c'est d'abord la culture éducative de notre famille, de notre école, de notre éducation religieuse, si nous en avons reçu une. Juste quelques mots brièvement, parce que ces thèmes-là sont essentiellement ceux que je travaille dans mes deux premiers livres, et je ne voudrais pas répéter. Mais nous sommes fortement éduqués à juger plutôt qu'à ressentir. Et ça nous tire hors de nous. Je suis en colère parce que tu sors sans me dire où tu vas. Au lieu de dire je suis en colère parce que j'ai besoin d'être rassuré que tu sais comment retrouver le chemin de la maison. Est-ce que tu veux me dire où tu vas ou comment tu feras si tu es perdu? Je ne suis pas en colère parce que je suis en colère parce que j'ai besoin. Tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Au lieu de dire quand tu sors le soir, toi mon conjoint, sans me dire où tu vas, je me sens triste et seul, parce que j'ai besoin d'être assuré que notre relation compte, que je suis toujours importante à tes yeux, et j'aimerais pouvoir te dire combien tu es important à mes yeux. Est-ce que ça t'irait qu'on s'en parle, qu'on discute de ça avant que tu sortes? Mais nous n'avons pas pris l'habitude de parler de nous. Donc nous sommes plus spontanément dans le jugement. Et comme nous aurons pu l'observer, lorsque nous jugeons l'autre, nous nous faisons juger en retour et la conversation part en pétard. Mais pas en rencontre. C'est une habitude. Nous pouvons changer cette habitude. Une deuxième habitude, c'est la pensée binaire. Soit de ceci, soit de cela. C'est bien, c'est mal. C'est juste, c'est pas juste, ça se fait pas, c'est à la mode ou c'est nul. Hein. La pensée binaire. Regardez comme Charlotte est tétanisée par la pensée binaire. Soit l'humanitaire, soit la vie artistique. Il y a de quoi péter un câble, si vous me passez l'expression. Eh bien, dans nos vies, nous sommes sans arrêt divisés par la pensée binaire. C'est une caractéristique de l'Occident. Heureusement, les traditions orientales nous rappellent l'unité. Pensez l'un, cherchez la complémentarité, retrouvez la réconciliation à l'intérieur de vous, laissez les aspects de vous cohabiter jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Vous êtes un par nature. La division est simplement une illusion qui a trait à nos éducations, qui nous sépare, qui nous fragmente. Mais la vie intérieure nous permet de retrouver cette unité. Alors quitter la pensée binaire, ça demande à se défaire de vieilles habitudes. Troisième habitude qui nous tire d'hors de nous, c'est les vaccins anti-bonheur. Vous savez, des petites phrases qui viennent nous vacciner comme ça. Premier petit vaccin qui nous rend le bonheur difficile, c'est « on n'est pas là pour rigoler ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite phrase. Mais souvent, nous l'avons entendue clairement ou subliminalement.
Et dans cette optique, le bonheur est comme interdit, inutile de le chercher. Le bonheur, c'est pour plus tard ou dans l'au-delà, et encore, on n'est pas trop sûr. Mais ici, on n'est pas là pour rigoler, la vie est une lutte, il faut se battre. Alors tout irait bien si le vaccin n'arrivait pas avec un autre vaccin qui vient nous dire « oui, mais il faut être heureux quand même ». Avec ce qu'on a, on n'est pas les plus malheureux. Alors là, dans cette optique, le bonheur est obligatoire. Alors entre le bonheur interdit, on n'est pas là pour rigoler, et le bonheur obligatoire, il faut être heureux avec ce qu'on a, comment voulez-vous trouver le bonheur? Nous sommes schizophrénés, si vous me passez l'expression. Alors je vous propose de nouveau de voir que ça demandera un travail d'intériorité, de réconcilier les deux parties de soi. Et je tends vers le bonheur, et c'est légitime. Et la vie humaine consiste à trouver la paix intérieure de soi, en sorte de pouvoir la faire rayonner autour de soi. Et en même temps, ça passe par des difficultés. Le chemin n'est pas tout droit. Et je cherche le bonheur, et je sais que ça passe par des difficultés. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, on n'est pas là pour être heureux. Non, c'est et pas ou. Et enfin, un des derniers pièges qui nous empêche cette intériorité, c'est le piège du faire, beaucoup d'être dans le faire, dans l'action, dans la réalisation, plutôt que dans la présence, dans l'être. Beaucoup d'entre nous, et j'en ai été longtemps, et ça m'arrive encore de l'être, bien sûr, avons été fort conditionnés à tout bien faire, et à faire beaucoup. Et c'est un piège terrible, parce que nous mettons l'estime de nous dans le fait de faire beaucoup, et pas dans le fait d'être. Et la plupart du temps, nous craignons de ne pas être aimés pour ce que nous sommes, mais de n'être aimés que pour ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, les performances que nous apportons. Ça crée beaucoup de détresse. Travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, va être un travail d'intériorité et qui va pas mal à l'encontre des habitudes éducatives. Quitter le faire pour entrer dans l'être. Il ne s'agit pas de plus rien faire du tout, mais d'être habité de la conscience de pourquoi je le fais. Alors, je passe au deuxième volet des pièges ayant trait à notre culture. Je vous propose d'aller voir certains pièges ayant trait à la culture de civilisation. Donc c'est au-delà de nos familles, de nos milieux et de nos éducations religieuses, le cas échéant. C'est ce qui a trait à toute une ambiance de civilisation. Pour moi, percevoir ça m'aide à comprendre combien c'est difficile de se sortir d'un encodage qui n'a pas seulement trait à ma génération, mais à des générations et des générations derrière nous. Vous le percevez aujourd'hui, on est en train de changer de monde, de conscience, peut-être même de civilisation, on l'abordera dans la troisième partie. Eh bien, c'est tout un travail. Les conditionnements sont forts, ils sont prégnants, et il n'y a pas que nous qui soient en cause. Je vous propose d'observer ceci. Je vais citer des scientifiques de grand renom, sans du tout limiter leur apport à ce que j'en dirais. Ce sont des gens qui ont fait des découvertes extraordinaires pour l'humanité, et je veux célébrer ça. Je souhaite juste pointer comment certaines de leurs trouvailles et de leurs phrases ont pu imprégner nos mentalités et fermer une compréhension plutôt que l'ouvrir, fragmenter une compréhension plutôt que réunir. Je vous propose d'aller voir que nous sommes conditionnés par ça, parce que nous les avons appris dans les livres d'école depuis notre temps d'enfance. Ainsi, nous allons voir que notre culture générale est conditionnée par une vision plutôt désolante de la nature, de la vie et du vivant, dans lesquels ce qui est considéré comme vrai, existant, est uniquement ce qui est palpable, mesurable et quantifiable. Rappelez-vous Newton et l'image à son époque de la grande horloge. L'univers est une grande horloge qui tourne parfaitement, tout est parfaitement organisé, tout est en mouvement. Mais dans la grande horloge, les petits engrenages ne savent rien l'un de l'autre. Il n'y a pas d'interconnexion. Et surtout, dans la grande horloge, il n'y a pas de finalité. Ce grand truc tourne, on ne sait pas trop pourquoi. C'est comme une grande mécanique. C'est ce qu'on appelle la vision mécaniciste du siècle des Lumières. Rappelez-vous Descartes. Et ces deux propositions, le mental est distinct du corps. Il y a le mental et il y a le corps. Séparés, divisés. C'est deux choses différentes. Et cette autre trouvaille, les parties expliquent totalement le tout. Et le tout est uniquement composé des parties. Il n'y a donc pas de ce qu'on a découvert aujourd'hui, qui s'appelle les propriétés émergentes. Il n'y a pas de complexité. Autrement dit, si l'on découpe une truite en petits morceaux, on peut reconstruire une truite par caricature.
Et c'est intéressant d'aller voir ce que la science des dernières années a découvert. C'est que bien sûr, tout ce qui est vivant ne sont pas des systèmes simples, c'est des systèmes complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? Mais c'est un système dans lequel les parties, le tout est beaucoup plus que la somme des parties. Je vous donne un exemple que je tiens de Marc Alévi, un scientifique que j'ai lu pour écrire mon livre et que j'ai bien apprécié. Il donne cet exemple-ci. Un avion Boeing, c'est un processus compliqué mais pas complexe. Vous pouvez démonter un avion Boeing sur le tarmac et puis le remonter, vous aurez de nouveau un avion Boeing. Ça prendra du temps, c'est compliqué, mais pas complexe du tout. On démonte, on remonte. Une mayonnaise est un phénomène pas compliqué du tout, mais tout à fait complexe. Lorsque vous avez la mayonnaise, il y a une propriété émergente qui fait qu'on ne peut pas récupérer les éléments séparés. Eh bien, le vivant, c'est ça. Il y a évidemment infiniment plus en nous qu'un simple amas de cellules. Eh bien, ce n'était pas perçu comme ça, en tout cas à l'époque, et c'est intéressant de voir que notre conscience s'ouvre à ça. Attention, la vie est une propriété émergente. Et enfin, Darwin, et la théorie de l'évolution, et la petite devise de cette théorie, la vie consiste à manger ou être mangé. Alors, juste sur base de ces trois références-là, avec les limites que mon propos a et que je reconnais, mais regardez un peu la société que nous avons construite. N'avons-nous pas l'impression, pour beaucoup d'entre nous, d'être pris dans une grande mécanique qui tourne, comme une sorte de grande horloge, qui à l'occasion broie un petit rouage parce qu'on n'en a plus besoin ou l'éjecte, sans connexion entre les rouages, on ne sait pas ce que l'autre fait devant, ce que l'autre va faire derrière, c'est pas grave, il n'y a pas d'interconnexion, pas de dialogue, et ce grand bazar tourne fou. Il n'y a pas de finalité, on ne sait pas où ça va. N'avons-nous pas l'impression, quand nous allons présenter une difficulté, un dysfonctionnement physique dans un hôpital, que l'on nous pointe du doigt, ça dysfonctionne là, vous avez mal au foie, sans vous se préoccuper, est-ce que vous n'auriez pas un peu de colère? Comment ça se passe dans votre famille? Et votre divorce finalement, est-ce que vous avez fait le deuil? Juste la partie, mais pas le tout. Et en tout cas pas de propriété émergente. Et n'avons-nous pas l'impression tragique que la loi qui prédomine dans la société que nous avons créée, c'est manger ou être mangé? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Alors est-ce que nous n'avons pas créé un extérieur qui correspond à notre logiciel intérieur? Et inversement, et nous le verrons dans la troisième partie, en changeant par l'intérieur notre perception du monde, et nous verrons comment les découvertes récentes nous y invitent complètement, en jetant sur le monde un regard non plus désolé et divisé, mais un regard réconciliant et plutôt émerveillé, nous verrons comment nous pouvons envisager de créer un monde tout différent. Mais voilà le conditionnement, d'où nous venons dans ce chapitre-ci. Nous venons d'une civilisation dans laquelle la pensée mécaniciste et la vision cartésienne ont posé les bases d'une culture où prévalent les impressions d'isolement, de non-appartenance et de déconnexion les uns des autres. Et là-dessus, pour clôturer cette deuxième partie, je nous propose de nouveau un petit moment d'intériorité. Alors, dans la troisième partie, je vais nous proposer d'aller voir, troisième et dernière partie avant la conclusion, je vais nous proposer d'aller voir vers où nous allons. Qu'est-ce qui s'ouvre à nous aujourd'hui? Qu'allons-nous faire de notre belle humanité? Dans mon livre, j'ai appelé ce dernier chapitre « Temps nouveau, conscience nouvelle » vers l'âge noétique. L'âge noétique est une période de la civilisation humaine qu'avait déjà préfiguré le père Teilhard de Chardin il y a une cinquantaine d'années. Et l'âge noétique, le mot noos en grec veut dire la connaissance, l'information, le savoir. Eh bien, nous entrons dans cet âge où ce sera la connaissance qui sera la vraie richesse, non plus la possession, non plus les matières premières, et donc de l'industrie, mais non, la connaissance et donc l'échange.
avec ce potentiel extraordinaire, c'est que la connaissance que l'on donne n'appauvrit pas le donneur. Les connaissances que je me propose de vous partager aujourd'hui ne m'appauvrissent pas. Au contraire, ça m'enrichit de voir que ça peut éventuellement toucher d'autres personnes. Et il semble bien que nous entrons dans cet être où les anciennes valeurs de compétition, contrôle, commande vont se dissoudre petit à petit pour faire place aux valeurs de solidarité, partage, entraide. Et plusieurs analystes, prospectivistes, scientifiques nous parlent de ça, que ce soit en France par exemple Jacques Attali, qui ne paraît pas très New Age dans son aspect, mais qui nous parle de nouvel âge, que ce soit en Belgique des économistes comme Mark Luggs par exemple, pour ne citer que lui. Beaucoup de gens réalisent que nous entrons dans un nouveau monde et que nous pouvons donc nous y préparer. Je vais vous proposer de voir combien nos enfants auront la chance de regarder ce monde, la nature, la vie, le vivant, avec de tout autres yeux que nous. Si nous avons eu l'impression que la matière était une sorte d'amassis de choses inertes qui tournent sans doute rond parce que c'est une horloge bien huilée, mais sans vie, si nous avons pu observer ça sans état d'âme, parce que c'était censé être inerte, eh bien, il est bien vraisemblable que nos enfants seront éduqués dès leur premier livre de biologie à contempler la vie sous un tout autre regard. Et c'est ce que je vous propose de voir. Il semble que la structure même de notre rapport au monde et aux vivances change. Avec la physique quantique, comme vous le savez, la physique quantique entre dans l'infiniment petit, dans ce qui est subtil, ce qui est peut-être inquantifiable ou impalpable, mais elle rend compte de ces phénomènes en acceptant que ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable que ça n'existe pas. Quelques pistes. Vous vous demanderez peut-être où je vous mène, tout d'un coup vous le verrez. Quelques pistes sans aucunement prétendre être un scientifique. Je vous partage ce que j'ai compris de mes lectures. C'est sans doute assez limité s'il y a des scientifiques dans la pièce. Peut-être qu'ils seront choqués de la pauvreté de ma compréhension. Je trouve juste intéressant de humer, je dirais, des pistes de compréhension du monde tout autre. En entrant dans l'infiniment petit, les scientifiques de physique quantique ont scruté bien au-delà de l'atome. L'atome a été longtemps la dernière particule. Atome veut dire qu'il ne peut être divisé. Maintenant, bien sûr, on parle de particules subatomiques, on peut diviser bien au-delà. En entrant dans l'infiniment petit, ils se sont interrogés sur ce qu'ils observaient. Ils ne savent pas si ce qu'ils observent est de la matière ou une onde, est du dur ou de la vibration. Et selon le regard que l'on porte ou le moment, alternativement, ça peut être l'un ou l'autre, une onde ou une particule. Et ils ont observé qu'entre tous les éléments règne un champ d'énergie, un champ vibratoire, un champ qui fait circuler de l'information. Et qu'entre les objets, il n'y a donc pas du vide, mais de l'information qui circule. Voici la définition qu'en donne le scientifique français, philosophe scientifique Erwin Laszlo. C'est l'océan de vibrations microscopiques qui occupe l'espace entre les choses. Un champ d'énergie et d'information qui assure la cohérence et l'interconnexion entre tous les éléments. Tiens donc, les éléments ne seraient pas tous séparés comme dans la grande horloge, un à côté de l'autre, ils seraient interconnectés. Il y a de l'information qui circule. Tiens. C'est quand même peut-être un autre monde qu'on nous présente là. Alors, affinant cette théorie, un chercheur biologiste anglais, que certains d'entre vous connaissent certainement, Rupert Sheldrake, chercheur à l'université, biologiste, s'est intéressé à la matière, à ce qui fait que la matière prend forme, et qu'est-ce qui fait qu'une fougère devient fougère, qu'est-ce qui fait qu'un chêne devient chêne, et qu'est-ce qui fait qu'un bras devient bras. Où est le plan? Alors moi, en lisant, je me disais, mais le plan, c'est simple, c'est dans la matière, c'est dans l'ADN, enfin ça se déploie parce que ça suit une piste. Eh bien, pas si sûr. Ce chercheur Sheldrake dit que la matière n'explique pas plus le plan qu'un tas de matériaux sur un chantier avant la construction d'une maison n'explique l'architecture de la maison. Il y a bien les matériaux, mais le plan n'est pas là. Le plan, il est chez l'architecte. Alors, il est où l'architecte ou il est où le plan? Peut-être dans ce champ d'information. La matière, en grandissant, irait chercher l'information ailleurs. Quelle piste intéressante!
pour imaginer un monde où tout est interconnecté et non pas divisé, solitaire. Alors, dans cet esprit, Erwin Laszlo continue avec sa petite proposition. Notre cerveau fait des vagues. Le cerveau n'est pas limité à la petite boîte du crâne, comme nous l'avons appris dans nos cours de biologie. Le cerveau fait des vagues exactement comme un téléphone portable. Il émet et reçoit. Sheldrake fait d'ailleurs des constatations surprenantes avec des centaines et des centaines, il a croisé des centaines et des centaines d'expériences de gens qui ont des animaux domestiques, notamment des chiens. Qu'est-ce qui fait que le chien-chien qui est à Londres a perçu que le même être rentre, alors que le même être est à Bordeaux à une réunion de travail qui a été annulée et il rentre un jour plus tôt? Par où c'est passé? L'info, même être rentre. Et je me réjouis. Par le subtil? Par le champ morphique? Par cet océan vibratoire? C'est quand même intéressant. Ceux qui ont des animaux parmi vous auront certainement observé des choses comme ça. Et là, ce n'est pas une expérience, c'est des milliers d'expériences croisées. Émetteur, récepteur. Alors, c'est intéressant de voir notre pensée pourrait s'échanger, notre état intérieur pourrait influer sur les autres. Nous pourrions être influés par l'état intérieur de l'autre. Ça ouvre des pistes et vous verrez où je vous propose d'arriver. Des exercices sur la mémoire. Vous savez que la mémoire, on ne sait toujours pas très bien où la localiser, dans quelle partie du cerveau. Et malheureusement, par la dissection, on a pu observer que de petits animaux dont on a disséqué le cerveau conservent la mémoire, retrouvent leur chemin, alors que le cerveau n'a plus pratiquement aucune propriété. D'où vient la mémoire? Où est-ce que l'animal va capter le souvenir du chemin qu'il doit suivre? Enfin, le principe de non-localité. En très très simple, quitte à être rudimentaire, lorsque deux particules ont été ensemble et que l'on emmène par exemple une autre à l'autre bout du monde, lorsque la première reçoit une information, l'autre la capte immédiatement. Même si l'on parle de Londres et de Melbourne. Par où c'est passé? Par quel canot? Par quel circuit? Ça n'est pas palpable, en tout cas jusqu'ici, pas quantifiable, pas mesurable. Donc la science classique réfute, en disant on attendra de pouvoir mesurer. Mais en attendant, il semble bien que ça existe, et je trouve intéressant de faire des parallèles. J'en arrive à l'histoire des mésanges. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'histoire des mésanges, rapportée par Rupert Sheldrake? Alors, l'histoire des mésanges est celle-ci. Vous savez qu'en Angleterre, les laitiers ont la tradition de poser la bouteille de lait sur le pas de porte dans les villages. Les mésanges d'un certain comté avaient réalisé que d'un petit coup de bec dans le couvercle d'aluminium, elles pouvaient prélever la crème du lait. Délicieux. Et donc, elles se sont passées d'un coup d'aile le message de mésange à mésange. Et le processus s'est étendu donc par la transmission habituelle qui est observation et imitation. Viens voir, je te montre, regarde, et puis tu reproduis. Classique. Et donc à une certaine vitesse que permet l'observation et l'imitation, on a vu que le processus s'étendait dans ce comté-là, à un certain moment. Quand une certaine masse de mésanges a acquis le nouveau comportement et donc le nouveau niveau de conscience, elles sont un peu plus intelligentes, un peu plus outillées, ça tourne un peu plus vite dans les neurones, eh bien le comportement s'étend à l'ensemble du Royaume-Uni, d'une manière et à une rapidité que n'explique plus l'observation et l'imitation. Par où s'est passée l'information? Comment est-ce que tout d'un coup, toutes les mésanges, dans toutes ces petites boîtes crâniennes, ont reçu l'information, on peut aller boire le lait en piquant dans le couvercle d'aluminium? Par le subtil, par le champ d'information? C'est intéressant. Certainement que beaucoup d'entre vous auront entendu parler de l'expérience du 100e singe. Elle circule aujourd'hui beaucoup sur Internet comme une belle histoire encourageante. Personnellement, je l'ai reçue comme une histoire très encourageante il y a une quinzaine d'années, quand je me destinais à devenir thérapeute, mais que je percevais cet enjeu d'intériorité. Si chacun travaillait un peu sur soi, nous aurions des communautés humaines plus paisibles. Mais je me lamentais un peu un soir, en tout cas je m'épanchais avec 2-3 amis thérapeutes, déjà plus chevronnés et engagés. Et une de ces amies m'a cité cette belle histoire, et ça m'a bien encouragé. Il y a une cinquantaine d'années déjà, dans les années 50, des chercheurs observaient des singes dans des archipels près du Japon. Ils leur donnaient des patates sur le sable pour les observer. Et ils voient qu'une jeune femelle trouve
qu'en prenant la patate et en la nettoyant dans un filet d'eau, c'était plus agréable à manger sans sable, évidemment, propre. Et très vite, autour d'elle, par le phénomène de l'observation-imitation, d'autres jeunes singes font la même chose, nettoient la patate pour la manger sans sable. Bien sûr, les vieux singes restent un peu enquistés dans leur vieux comportement autour. Mais alors, les plus jeunes acquièrent le nouveau comportement à une vitesse X, mais qui peut être expliquée par l'observation-imitation. À un moment, et c'est pour ça qu'ils ont parlé du 100e singe, peu importe le nombre, mais ils se sont dit, il y a un effet de masse critique, disons qu'il y en ait 99 qui est le comportement, et que tout d'un coup le 100e acquiert le comportement, paf, ça passe à la totalité de la communauté des singes sur cette île-là. Et tout d'un coup, tout le monde lave sa patate consciencieusement avant de la manger. Par où c'est passé? Et plus fort encore, non seulement ça atteint toute l'île qui était grande, avec des communautés qui ne sont pas forcément proches, mais ça passe la mer pour aller sur d'autres îles du même archipel, dans lesquelles il n'y a absolument pas de contact visuel. Par où s'est passée l'information? De nouveau, par ce champ, par le subtil. Alors est-ce que nous ne sommes pas en train de découvrir un niveau d'interconnexion entre toutes choses vivantes que perçoivent, notez bien, les sages, les mystiques, les poètes et les artistes de tout temps? Les sages, les poètes, les mystiques, les artistes de tout temps savent que nous sommes dans un univers interconnecté, où tout se parle. Mais la science cartésienne a écarté ça en disant « c'est pas mesurable, donc ça n'existe pas ». Alors, où est-ce que je vous amène? Je vous amène à ceci. Il y a quelques années, aux États-Unis, dans 50 villes dans lesquelles les phénomènes de délinquance étaient très importants, on a fait l'expérience de faire méditer des groupes de méditants. Et on a rassemblé des groupes, selon les villes, de 100 à 400 personnes qui méditent ensemble, toutes confessions, religions confondues. Des chrétiens, des catholiques, des protestants, des bouddhistes, des musulmans, des soufis, des taoïstes, toutes sortes de personnes selon leur approche, peu importe. L'idée était qu'ils se mettent dans l'état de fréquentation de ce qui est le plus subtil, le plus élevé, quel que soit de nouveau le mot qu'ils emploient pour nommer ça. Et on a constaté que tandis que les méditants méditent, les taux de criminalité dans les villes en question chutent significativement. C'est des chutes de 25 à 30%, ce n'est pas 1 ou 2%. Et on a fait bien sûr des croisements pour vérifier qu'il n'y avait pas justement un match de football passionnant à la télévision qui tienne tous les voyous à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas là une illustration surprenante que notre travail de pacification intérieure est au service de nos communautés? Alors j'ai une belle histoire à vous raconter. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a médité au Parlement européen, ici à Bruxelles. Le 8 décembre, toute une journée, se rassemblent entre 400 et 500 personnes, toutes des personnes de décision. Anciens premiers ministres, recteurs d'université, journalistes de haut niveau, responsables de grandes institutions comme l'UNESCO, la Banque mondiale, des chercheurs, des avocats de grands cabinets, tous des gens qui sont des rouages. Ils sont invités à une journée qui s'appelle « Éthique et spiritualité dans les affaires ». Et qui les rassemble? C'est un sage indien qui est un homme jeune, parce qu'il a mon âge, et qui a passé longtemps à s'occuper des bidonvilles, de la misère que l'on connaît bien en Inde, évidemment, des jeunes qui sortent de prison, des filles mères, enfin toutes ces tragédies, et qui s'est dit, là, c'est le tonneau des Danaïdes, on ne va pas s'en sortir. Il s'agit d'aller travailler là où la misère est générée, dans les multinationales, dans les accords entre États, là où on fait que la fracture économique s'instaure. Et donc il s'est dit, on va essayer de travailler non plus avec les plus malheureux sur le terrain, mais avec ceux qui génèrent par leurs décisions inconscientes, inconsidérées, un monde qui crée tant de malheur. Et donc, depuis des années, il propose cette journée. Elle avait lieu à Bruxelles et j'avais la chance d'y être invité pour donner une petite session pour des jeunes dans ce cadre-là. Et tailleur de ville, costume sombre, moquette, petit café, l'ambiance ne fait pas New Age au sens où on l'entend dans le langage populaire. Il n'y a pas des bâtons d'encens et on ne s'incline pas devant des statues. Cependant, il y a un seul mot sur toutes les bouches de ces beaux messieurs et de ces belles dames, c'est « nous entrons dans un nouvel âge ». Et il est plus que temps d'en préparer les voies. Et carrefour, rencontres, discussions par petits groupes, en grands groupes, la journée est autour de ce thème-là.
À la fin de la journée, le sage qui s'était contenté d'ouvrir la session avec son sourire et son humour et sa légèreté qui est souvent très caractéristique de ces spiritualités très ancrées, la légèreté, la finesse, et revient le soir pour clôturer avec un petit mot de bienvenue pour tout le monde. Et il nous propose simplement de nous centrer. Imaginez que nous sommes 50 nationalités différentes, certainement 25 religions, philosophies, pratiques spirituelles différentes. Et je vous propose de vous centrer simplement dans l'être, ce qui nous rassemble au-delà de nos présences. Et c'est ce que je vais vous proposer, ce qui nous rassemble au-delà de nos pratiques, je veux dire, et de nos rituels éventuels. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de prendre un petit moment de centration dans l'être, dans cette partie de nous qui nous rassemble. Et si vous voulez, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont déjà une pratique régulière de méditation, de centration et qui s'y retrouveront familiers. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui n'ont pas du tout cette pratique et qui seront peut-être un petit peu surpris. Je vous propose simplement de voir qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à s'asseoir sur sa chaise et à écouter pendant quelques minutes. Je vais vous proposer de vous guider. Pour ce faire, je vous recommande, si c'est confortable pour vous, de fermer les yeux, de vous mettre à l'aise, de respirer 2 bonnes respirations pour vous détendre. Et de prendre d'abord conscience de votre assise sur la chaise. Le poids de votre corps sur la chaise, l'appui de votre corps sur le dossier, le poids de vos pieds sur le sol. Je vous propose de sentir que vous pouvez vous abandonner. La chaise et sous la chaise, la terre vous soutient, vous porte. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et vous pouvez vous sentir confortable ou inconfortable. Je vous propose de ne pas vous arrêter, de laisser les sensations être fluides. Ne pas vous fixer dans un jugement, positif ou négatif. Laissez les sensations circuler. Et là, je vais vous proposer de porter votre attention à votre respiration. Et de prendre 2 ou 3 respirations, à l'inspire et à l'expire, en pleine conscience ou aussi consciemment que possible. Et en vous représentant ceci, je respire et ce mouvement même entretient la vie en moi. Puis, à la conscience de ce que ce mouvement-là entretient la vie en vous, je vous propose d'ajouter la visualisation du mouvement. Qu'est-ce qui se passe à l'intime de vous? Ce mouvement subtil d'échange entre l'oxygène qui arrive dans les poumons et le gaz carbonique qui se dégage du sang. Tentez de visualiser un instant cet échange subtil à l'intime de vous-même. En pensant ceci, la vie est échange dans sa nature même. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie.
puis je vais vous proposer d'ajouter à la conscience de la merveille de la vie en vous, à la conscience du mouvement d'échange à l'intime de vous, d'ajouter un sentiment de gratitude. Réalisez qu'aussi trahi, abandonné, rejeté que vous ayez pu vous ressentir au cours de votre vie, réalisez que votre respiration vous est fidèle jusqu'à votre dernier souffle. Et il reçoit si peu de gratitude pour cette loyauté. Et puis doucement, je vais vous proposer de porter votre attention au battement de votre cœur et à la circulation du sang dans votre corps. Et je vous propose de visualiser ces deux mouvements dans la conscience que mon cœur bat, mon sang circule et ces mouvements mêmes entretiennent la vie en moi. Et à la conscience de ce mouvement de la vie en vous, je vous propose d'ajouter de nouveau la visualisation de ce qui se passe à l'intime de vous. Et je vous propose de tenter de voir l'échange subtil de nouveau qui se fait entre le sang et le corps, et les muscles, le sang qui apporte la nourriture, les éléments, et qui dégage les déchets, les toxines. De nouveau dans cette conscience-ci, la vie est échange à l'intime de moi-même. Sans échange, il n'y a plus de vie. Et enfin, à la conscience de la merveille de la vie dans la circulation du sang et de la beauté de l'échange dans son principe même, je vous propose d'ajouter un sentiment de reconnaissance pour ces deux mouvements, le cœur qui bat, le sang qui circule. Réalisez qu'aussi figé, arrêté, coincé, bloqué, scotché, que vous ayez par moments pu vous ressentir, réalisez que la vie circule en vous, que la vie est mouvement au cœur de vous-même, et elle reçoit si peu de gratitude pour sa constance et sa fidélité. Alors, dans cet état de présence à la merveille de la vie physique en nous, je vous propose de nous ouvrir, chacun selon notre propre réflexion et bien sûr notre propre vocabulaire, de nous ouvrir à ce qui est le plus précieux pour nous, le plus élevé, le plus noble, le plus absolu. Nous pouvons l'appeler l'esprit, la grâce, Dieu, la conscience, l'amour, la beauté, la vérité. Peu importe les lettres, accueillez l'être.
et goûtez cette fréquentation de ce qui est le plus inspirant pour vous. Et puis pour ceux qui le souhaitent, qui sont prêts à m'accompagner dans cette petite visualisation, je vous propose d'étendre un sentiment de gratitude autour de vous. La personne qui est en face de vous, qui est à côté de vous, qui est derrière vous, est également en train de fréquenter ce qu'il y a de plus noble, de plus absolu, de plus infini à ses yeux. Eh bien, je vous propose de recevoir ça avec gratitude et d'émettre vous-même de la gratitude. Et si vous le voulez bien, nous pouvons même visualiser que cette gratitude s'étend autour de nous. Comme l'onde, rappelez-vous, le cerveau fait des vagues. Comme une vague douce qui vient toucher l'alentour, les maisons, le voisinage, la ville. Nous pouvons simplement tenter d'imaginer que de notre cœur à nous émanent des vagues de douceur, de bienveillance, d'infini, d'absolu, de subtil, qui peuvent peut-être réjouir des cœurs solitaires. Et enfin, je vous propose de porter, pour clôturer ce petit échange, porter à votre conscience la figure, l'image d'un être cher. Un enfant, un conjoint, un parent, un ami. Et de goûter ce qui pointe en vous, dans votre poitrine, de goûter cet élan qui vous porte vers. En sentant que c'est sans doute comme ça que vous aimeriez vivre, en vous sentant porté vers, dans un élan d'amour. Et puis doucement, je vous propose de revenir à la sensation physique de votre présence dans la salle, assise sur la chaise, les pieds sur le sol, le dos contre le dossier. Et de revenir pour quelques mots de clôture de notre soirée. Bien sûr, 10 minutes de méditation dans l'être, dans la présence, à l'intime, à l'infini, à l'absolu, dans le cœur de 400 personnes au Parlement européen, ça ne change pas le monde. Même si c'est un moment qui est riche et qui est fort. Bien sûr, 10 minutes de méditation dans l'être, dans la présence à ce qui est au cœur de l'intime de chacun de nous, ça ne change pas le monde, même si c'est agréable. Mais imaginons simplement, si nous voulons bien en croire l'image des mésanges, la masse critique du 100e singe, si nous voulons bien en croire l'effet bénéfique des groupes de méditant dans 50 villes aux États-Unis, nous pouvons peut-être imaginer quel bénéfice il y aurait pour nos sociétés à ce que chacun, avec la même vigilance qu'il se brosse les dents le matin, se rase ou se coiffe, ou passe un vêtement propre pour cheminer tout au long du jour, chacun avec la même vigilance, le même souci d'une hygiène, une hygiène de conscience, instaure un moment de présence, un moment de recueillement et un moment de diffusion dans l'amour. N'entrerions-nous pas dans nos rapports humains avec nos associés, nos collègues, nos clients, nos supérieurs, avec une toute autre énergie?
ne serions-nous pas contagieux d'une vibration bienveillante, d'une vibration de présence, d'attention à soi, à l'autre, à la vie? Il me semble que nous pouvons nous inspirer de ça pour en faire un processus qui s'étend petit à petit. Alors, j'en termine en vous proposant cette réflexion. En terminant mon livre, j'étais intrigué de voir comment est-ce que des êtres comme Václav Havel, dans l'ex-Tchécoslovaquie, Nelson Mandela en Afrique du Sud, Martin Luther King aux États-Unis, bien sûr, Gandhi en Inde autrefois, comment est-ce que ces êtres ont pu avoir un tel impact socio-politique pour transformer profondément des structures extérieures dans des enjeux aussi complexes que la vie politique? Comment est-ce qu'ils ont eu ce pouvoir d'action? Et alors, en les lisant et en lisant sur eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous fait de longs séjours dans l'intériorité. Pas forcément choisis, puisqu'il s'agit pour tous d'emprisonnement. Mais qu'à l'occasion de cet emprisonnement, ils se sont rencontrés. Ils ont rencontré l'être qu'ils sont, la puissance de vie qui est en eux. Ils se sont dépouillés de l'ego divisé, s'opposant, réactionnel, pour entrer dans un être créateur qui va de l'avant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sortant de prison? Pensez à Mandela, lorsqu'il est nommé président de son pays et qu'il convoque la cérémonie, il invite le juge qui l'a condamné à 27 ans de réclusion. Et non pour lui dire, regarde, c'est moi le patron, maintenant tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ce qui aurait été le piège de l'ego assez traditionnel, mais pour dire, écoute, on va de l'avant, célébrons la vie, on va changer, regarde, on sort de l'apartheid. On y va. Pas de temps pour se chamailler à des querelles de carrosserie. On est dans l'être. On est ancré dans ce petit sourire intime dont je vous parlais au début de la conférence, qui est toujours dans la confiance, qui est hors d'atteinte des meurtrissures et qui n'a pas d'autre attente que d'être. Regardez Václav Havel, lorsqu'il devient président de son pays, il ne se met pas à chasser les gens de la nomenclatura pour se venger de ceux qui l'ont emprisonné tant d'années comme auteur de pièces considérées comme insurrectionnelles. Pas du tout, il est au pouvoir et on va de l'avant et on essaie de construire le pays. On est dépouillé de l'ego, on est dans l'être. Alors je vois vraiment un grand bénéfice à ce travail d'intériorité. Bien sûr, je ne souhaite l'emprisonnement à personne. Pas à vous, pas plus à nos politiciens, alors qu'encore que parfois ça me permettrait peut-être de réfléchir. Mais je nous souhaite à chacun de réguliers, généreux, hygiéniques, je dirais, moments d'intériorité pour retrouver cette capacité à être vraiment créateur et à ne pas nous dissiper. Alors aujourd'hui, nous avons quelques modèles qui peuvent nous inspirer. J'aime dire juste un petit mot du mouvement de la simplicité volontaire qui nous arrive depuis quelques années. Il est né au Québec, depuis 4-5 ans, il est en Belgique, promu par l'association Les Amis de la Terre. Certains d'entre vous certainement le connaissent, et j'aime en dire juste 2-3 mots. Ce sont seulement des personnes qui, comme vous et moi, sont fatiguées de la course éperdue et qui ont réalisé que la plus grande richesse, c'est la qualité des liens. Le lien avec soi, le lien avec l'autre, le lien avec l'univers, la vie, le cosmos, dont nous sommes. Et qui ont décidé pour ça de ralentir leur vie, de travailler peut-être un peu moins, de gagner sans doute moins d'argent, mais de mieux vivre. Leur petite devise est moins de biens, plus de liens. Et je ne dis pas que ce soit toujours facile, je dis qu'en les rencontrant et en ayant moi-même connu un sérieux changement de vie entre ma vie de juriste dans une grande banque américaine et la vie de thérapeute qui met sa petite plaque à un coin de rue qui commence, j'ai réalisé que la simplification volontaire, ce n'était pas la mortification. C'était quitter une vie mortifiante, selon l'expression d'un de ses promoteurs en Belgique, Ezio Gandin. Alors, si ça vous intéresse, tapez Simplicité volontaire ou Les Amis de la Terre, vous aurez des pistes pour voir comment on peut, petit à petit, non pas en partant au Larzac, comme c'était le rêve des gens de mai 68, en plaquant tout, mais comment est-ce qu'on peut, au sein de sa vie, en restant employé de banque, en restant secrétaire dans un cabinet de dentisterie, en restant directeur d'une épicerie ou quoi, comment est-ce que nous pouvons, dans ce cadre de vie, instaurer une autre façon d'être? Et j'aime cette idée qu'il ne s'agit pas de tout balancer. Nous pouvons changer notre logiciel pour vivre autrement là où nous sommes. Une autre piste que je nous propose pour nous encourager, j'ai eu beaucoup de soutien en lisant un livre que peut-être vous connaissez aussi sur les créatifs culturels. Drôle de mot. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, vraisemblablement, ne se concertent sans doute pas beaucoup, mais créent une nouvelle culture, d'où le titre, par leur attitude,
Et des études aux États-Unis et en Europe sont en train de confirmer qu'entre 25 et 30% de la population, c'est véritablement une révolution silencieuse, parce qu'elle n'est pas dans les journaux, on n'en parle pas à la télévision, on ne le dit pas, c'est pas encore cristallisé, parce que les gens sont un peu chacun de leur côté, ça ne s'est pas encore relayé dans un réseau formel, mais ça existe, entre 25 et 30% de la population est en train de privilégier strictement l'humain. L'humain est au centre, fondamental, de l'équité, les rapports équitables. On peut faire de l'argent, il n'y a pas de mal à ça, on fait de l'argent en respectant chacun des niveaux de production. La terre est sacrée. Il s'agit absolument de trouver des façons de produire des ressources qui respectent la terre. La terre, c'est notre maison. Si on brûle la maison, on est tous des SDF. Et quatrièmement, notre petite vie individuelle dans laquelle souvent nous nous débattons, elle est inscrite dans un grand projet universel qui s'appelle l'univers, la vie ou Dieu, peu importe de nouveau le vocabulaire, mais il y a cette dimension. Alors, si de près ou de loin vous vous reconnaissez à ces trois fondements pour tisser votre propre vie, eh bien, et que vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous recommande de le faire. Moi, j'ai trouvé beaucoup de secours parce que certainement il y a des gens parmi vous qui aimeraient changer le monde mais qui se sentent seuls. Alors lire ça, c'est dire, on n'est pas tout seul, on peut se relier, on peut faire des liens. Et bien sûr que des initiatives concrètes comme l'habitat groupé de Vivier-Ouéron nous montrent que c'est faisable. On peut s'installer pour cohabiter et partager des façons de vivre. Alors, j'en viens à ma vraie conclusion. La prochaine fois que vous vous sentirez de nouveau coincé, défait, décousu, déchiré, divisé, contrarié, malheureux, et que vous aurez l'impression de tourner en rond comme un petit poisson rouge dans votre petit bocal d'aquarium, eh bien, quand vous serez dans ce moment-là, rappelez-vous la chute du mur de Berlin. Rappelez-vous que le mur de Berlin, qui a divisé le monde pendant toute notre enfance, pour ceux qui ont notre âge, qui ont mon âge, et qui était une sorte de scandale, eh bien, ce mur de Berlin et le rideau de fer qui le prolonge ne sont pas tombés sous le coup des balles et des chars, mais sont tombés de part et d'autre par une montée de conscience. Tout d'un coup, de part et d'autre, la conscience collective fait dire aux individus, aux êtres humains, mais c'est quoi ce bazar? Comment est-ce qu'on a pu supporter ça depuis si longtemps? On démonte ça vite fait. Et rappelez-vous la fête en 1989, quand effectivement les jeunes sont montés sur le mur, l'ont démonté dans une grande liesse populaire. Pas un coup de feu, alors que ce truc-là avait coûté la vie à tant de gens. Tout d'un coup, une montée de conscience de part et d'autre. Rappelez-vous l'apartheid en Afrique du Sud, qui a aussi scandalisé notre jeunesse en se disant mais comment c'est possible qu'il y ait des bistrots pour les Noirs et pour les Blancs, différents pour les Blancs, des bus pour les Noirs, des bus... C'est quand même hallucinant de vivre comme ça. Comment est-ce que ça peut s'arrêter autrement que dans un bain de sang? Et tout d'un coup, le processus, vous le connaissez, l'apartheid finalement s'est dissous et aujourd'hui, les communautés cohabitent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une montée de conscience à laquelle chacune de nos consciences collectives contribue. Et donc j'en reviens au petit bocal. Quand vous aurez de nouveau l'impression de tourner en rond, de vous ennuyer, d'être perdu et de tromper votre ennui en tournant entre la petite barque en plastique et le petit pont en plâtre, vous voyez, eh bien, rassurez-vous, à tout moment, vous pouvez prendre conscience que votre petit aquarium de vie individuelle, il appartient à la grande vie universelle. Il est simplement posé au fond de l'océan de la grande vie et vous pouvez, par une montée de conscience, rentrer dans la plénitude. Merci beaucoup.